Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être téléspectateurs de CNN, la télévision autrement, celle sur laquelle vous êtes branchés, aussi de C-Web Info, la petite sœur de CNN Télévision, qui est la télévision qui émet 24 heures sur 24 sur 7 et uniquement de l'information panafricaine. Je suis Constieka. Tout en remerciant toute l'équipe de rédaction et celle qui m'accompagne toutes les semaines pour vous offrir un programme alléchant, c'est-à-dire un compte rendu international, un genre de round-up de l'actualité panafricaine. Au menu de cette émission, comme toujours, nous irons aux États-Unis, nous irons au Togo, on fera un tour du côté de la Mauritanie, on vous présentera ce très beau pays d'Afrique. On ira faire un tour du côté du Cameroun. On parlera aussi de la fête nationale camerounaise, surtout ce discours du président Paul Biya face à la jeunesse camerounaise. On parlera du Tchad et on ira du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où on vous fera un tour d'horizon sur le Conseil des ministres. C'est traditionnel. Ici, ça travaille jour le jour, heure par heure. Restez sur votre petit écran, vous avez fait le très bon choix. Au menu de cette émission, nous commençons d'abord par les États-Unis. Les États-Unis où s'est rendu le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à savoir l'honorable Adama Bictogo. À New York, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, a participé le 12 février 2025 à la réunion du comité préparatoire de la conférence mondiale des présidents de parlement au siège des Nations Unies à New York. La présence très remarquée du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est un gage de contribution élective aux différents enjeux, dont celui des défis mondiaux liés au développement durable, à la coopération parlementaire et aux discussions internationales sur le multilatéralisme. C'est dire ô combien le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, n'est pas de tout repos. À peine a-t-il fini toutes ses tournées, y compris à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et y compris à la mairie de la plus grande commune de Côte d'Ivoire qu'il préside, à savoir la mairie de Yopougon, qu'il est aux États-Unis. Et là-bas, il a tenu à promouvoir aussi la destination Côte d'Ivoire. On va écouter un extrait du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à New York. Nous souhaitons une réforme de l'ONU. Nous avons considéré que l'ONU ne pouvait pas, depuis sa création, rester en l'état. Le monde a changé. Il y a un nouvel ordre géopolitique, il y a un nouvel ordre financier. Il est bon que l'ONU revisite ces textes parce que l'Afrique ne peut pas être absente. L'Afrique est complètement absente des décisions qui sont prises au niveau du Conseil de sécurité. L'Afrique ne fait que subir. Il est donc bon, alors que tous les autres continents sont représentés, l'Afrique a le droit d'être présente donc au niveau du Conseil de sécurité. Nous avons aussi noté que les objectifs 2030, développement durable et le pacte d'avenir élaboré par l'ONU répond à la mutualisation des ressources pour arriver à un monde équitable, à un monde d'égalité. Aujourd'hui, on note encore qu'il y a des pays qui sont en grande souffrance et donc plus que jamais, par opposition au repli de certains États, le multilatéralisme prend tout son sens aujourd'hui. Quand on regarde toutes les crises que le monde entier traverse, nous avons souhaité que les parlements soient donc, que le champ des possibles au niveau donc des négociations et de la diplomatie soit élargi au président des parlements. Et nous voulons saluer l'ONU qui a une relation très étroite avec l'UIP, permettant ainsi donc de créer un pont entre l'exécutif et le Parlement. Ce comité préparatoire va donc permettre au Parlement de jouer encore un rôle plus important pour que nous soyons dans une relation de synergie intelligente avec l'exécutif. Le tout au bout, c'est de trouver des solutions, durables, mais surtout d'arriver à un monde plus juste,
un monde plus humain et un monde plus équitable. Voilà qui fait plaisir. Nous revenons de New York en Côte d'Ivoire où nous allons parler de l'AGFOP avec la très brillante directrice générale, à savoir Madame Karitia Koulibaly de Medeiros, et un séminaire qui s'est tenu les 10 et 11 février du côté du Sofitel Hôtel Ivoire. Et là-bas était présent l'équipe de CNN Télévision et de C-Web Info. L'AGFOP, comme je le disais, a tenu ses promesses au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire avec la présence de plusieurs personnalités, comme vous les voyez d'ailleurs. Et c'est un sommet qui a eu lieu les 10 et 11 février 2025. Écoutons tout de suite Madame la directrice générale, mais avec l'égalité genre, on a pour habitude de dire Madame le directeur général de l'AGFOP, à savoir Madame Karitia Koulibaly de Medeiros, qui s'est exprimée du haut de ce palais des congrès de l'Hôtel Ivoire face à toute cette assemblée. Les principaux objectifs de ce forum sont d'informer sur les dynamiques actuelles de l'écosystème de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, de transformer la perception publique de la formation professionnelle en la présentant comme une voie d'opportunité, car trop souvent, les gens viennent à la formation professionnelle quand ils ont échoué ailleurs. Présente à ce grand rendez-vous pour la jeunesse, elle était l'invitée spéciale de l'AGFOP. C'est Madame la vénérable Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. On l'écoute. Nous avons soutenu l'ensemble des réformes proposées par le gouvernement visant à moderniser et à revaloriser la formation professionnelle. Dans ce sens, nous sommes prêts à accompagner la réforme des certifications professionnelles afin d'assurer une reconnaissance internationale de nos diplômes. À tout seigneur, tout honneur, après Kandia Camara, il était lui aussi là, histoire tout simplement de montrer la convergence du gouvernement de Côte d'Ivoire et des actions publiques privées, et tout cela pour le bonheur de la jeunesse ivoirienne. Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, était présent à ce séminaire organisé par l'AGFOP de Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre a appelé à une synergie d'action pour un meilleur devenir de la jeunesse ivoirienne, mettant l'accent sur la formation professionnelle. On l'écoute. L'enseignement technique est le terreau où germe l'avenir de nos nations. Il faut prendre donc l'enseignement technique avec beaucoup de sérieux. Quand vous sortez d'un lycée professionnel ou d'une université technique, vous êtes directement utilisable à l'emploi. Si vous n'êtes pas employé, alors vous devenez vous-même employeur. L'enseignement technique fait de vous un chercheur potentiel qui peut transformer le monde par son travail assidu et sa capacité à comprendre le monde en mouvement. C'est alors que, fort de son expérience des reportages spéciaux, l'équipe dirigée par Ousmane Koulibaly, avec à ses côtés l'intrépide Eddy Lévite-Vaunant, a recueilli comme ça quelques impressions de certains au sortir de ce premier jour, à savoir le 10 février, premier jour de lancement de ce séminaire qui a été un franc succès. La formation professionnelle est très importante parce que tout le monde n'a pas les moyens d'arriver loin dans les études. Raison pour laquelle l'État facilite à la jeunesse de pouvoir vraiment apprendre un métier. Le métier, il est très bon, il nourrit son homme et il apporte un plus. Nous nous réjouissons de l'organisation de ce forum-là par l'AGFOP et nous félicitons l'AGFOP pour la mise en place vraiment d'un forum pour parler des compétences. Il est important que nos jeunes aujourd'hui sachent qu'il n'y a pas que l'enseignement général et qu'il est important de regarder du côté de l'enseignement technique qui offre une diversité de métiers, qui déjà rend opérationnel et qui offre d'énormes débouchés. Nous voulons vraiment être de tout cœur avec le président de la République qui, dans sa vision de 2030, voudrait faire de la formation technique et professionnelle un levier très important pour l'insertion professionnelle des jeunes. Le Premier ministre nous a annoncé de très bonnes nouvelles, 450 milliards qui sont
débloquer pour les jeunes. Je crois que c'est des opportunités à saisir. Et ce forum, qui est une grande première, je pense permettra à l'opinion nationale et internationale de connaître la formation professionnelle et voir cette importance-là. Nous avons besoin de communication. Le ministre l'a dit tout à l'heure, les pays d'Asie et le Premier ministre Ranchery ont accédé à leur développement grâce à l'enseignement technique. L'AGFOP, c'est l'organisme de formation de la Côte d'Ivoire. C'est pour moi l'un des éléments clés de l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que nous allons rentrer dans un nouveau monde où l'intelligence artificielle, la technologie, les infrastructures fait partie de ce monde-là. Nous quittons un tant soit peu la Côte d'Ivoire pour y revenir. On y reviendra avec un grand format qui sera entièrement dédié à la Côte d'Ivoire. Mais avant, nous quittons la Côte d'Ivoire pour le pays du maréchal, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une audience à M. Abdelhassit Ibrahim Salah de la CEMAC. Reportage Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Raman Kohl et Marcel Bassolé. Le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, a reçu M. Abdelhassit Ibrahim Salah, le nouveau représentant résident de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, au Tchad, accompagné de son adjoint, M. Ali Hassan Agar, au Palais Toumaï. M. Abdelhassit Ibrahim Salah a exercé en tant que représentant résident adjoint de l'institution, a été promu à ce poste en juillet 2024. Il a pour mission de faire le lien entre le président de l'organe exécutif de la communauté et le Tchad, dans le but de favoriser une collaboration solide entre les citoyens des États membres et de promouvoir leur développement harmonieux. Le nouveau représentant résident de la commission CEMAC au Tchad est venu présenter ses civilités au chef de l'État et lui transmettre les félicitations du président de la commission de la CEMAC, M. Balthazar Ngongang Edjo, pour le retour du Tchad à la normalité constitutionnelle. On est venu les rencontrer pour présenter nos civilités et présenter également la gratitude et les remerciements du président de la commission, M. Balthazar Ngongang Edjo, les félicitations pour que le Tchad vienne à l'ordre constitutionnel. Et le Tchad est le pays dépositaire des textes créant la commission de la CEMAC en 1994. Et le Tchad, on peut dire que c'est le berceau de l'intégration. Le maréchal du Tchad est très content du plan de transformation initié par le président de la commission, Balthazar Ngongang Edjo. Il a son soutien et il réaffirme que vraiment l'intégration puisse aller dans sa dynamique. Le président nous a donné aussi des orientations et des conseils concernant l'intégration sous-régionale, concernant la libre circulation des biens et des personnes et concernant la vision du nouveau gouvernement de la CEMAC, d'où il partage entièrement et avec satisfaction le plan d'action. Outre ces échanges protocolaires, le chef de l'État et ses hôtes ont abordé la question des grands projets en cours au sein de la CEMAC, notamment la construction de 2 ports secs à Nguéli et à Koutéré. 2 infrastructures cruciales pour booster le commerce intra-régional et renforcer la compétitivité économique de la sous-région. Ces initiatives ont été saluées par le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a également réaffirmé l'engagement du Tchad à œuvrer aux côtés des autres États membres de la CEMAC pour renforcer la coopération régionale. Il y a des chantiers qui sont en cours, il y a des projets intégrateurs qui sont en cours au niveau de la sous-région. Parmi les projets intégrateurs en ce qui concerne le Tchad, c'est le projet de la construction des ports secs d'Nguéli et celui de Koutéré, d'où les études de faisabilité ont été déjà faites. Il ne reste que vraiment l'implémentation du chantier. C'est la bonne nouvelle. Nous avons annoncé ça au chef de l'État et le chef de l'État était très content. Avant de se séparer de ses hôtes, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, a témoigné sa reconnaissance envers la CEMAC pour son appui dans le processus de modernisation et d'évolution du Tchad. Nous quittons comme ça le Tchad, ce pays sahélien, ce pays d'Afrique centrale, présidé, comme je le disais tantôt, par le maréchal
Mahamat Idriss Déby Itno, mais nous allons du côté de l'Afrique de l'Ouest, dans le pays du président Faure Essot-Singba Gnassingbé. Et dans ce pays, c'est-à-dire le Togo, le président de la République, son Excellence Faure Essot-Singba Gnassingbé, a décidé d'honorer les anciens chefs d'État. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Marcel Bassolé, Raman Koul. Dans la ferveur de la commémoration du 20e anniversaire du décès du feu président Eyadema, le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essot-Singba Gnassingbé a décerné le 5 février dernier à Accra des distinctions honorifiques à 2 anciens présidents africains. En effet, les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Soglo, et du Tchad, Goukouni Ouédé, ont été élevés à la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mérite. Ce geste symbolique traduit la reconnaissance de leur engagement et leur confiance inébranlable aux initiatives unificatrices du président Eyadema comme un bon père de famille. Monsieur le Président Goukouni Ouédé, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mérite. Monsieur le Président Nicéphore Soglo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mérite. Les récipiendaires ont remercié le chef de l'État pour cette marque d'attention. Ils ont saisi l'occasion pour saluer tour à tour le charisme du président Eyadema, son sens du devoir et son attachement indéfectible aux valeurs de la paix et de solidarité et son implication dans les efforts de paix sur le continent. Ces hommages s'inscrivent dans la continuité des actions visant à préserver la mémoire du père de la nation et de renforcer l'unité nationale et africaine autour des valeurs qu'il a incarnées. Ils témoignent également de la volonté des autorités togolaises à perpétuer les liens d'amitié et de coopération avec ceux qui ont marqué l'histoire du pays et du continent aux côtés du feu président Eyadema. Nous restons toujours au Togo, le pays de son excellence, enfin le pays présidé, il faut le dire, par le chef de l'État, un des plus jeunes chefs d'État, un des plus anciens aussi au pouvoir. Monsieur son excellence Faure Essot-Singba Gnassingbé. Et là, nous allons évoquer simplement un souvenir. Ça fait 2 décennies déjà qu'est parti le père de la nation togolaise, à savoir le général, aussi le père géniteur de l'actuel chef de l'État, son Excellence Gnassingbé Eyadema est parti de ce monde. Souvenir, reportage Charlotte Abdoulaye, Raman Koul, Gozo Richard et Marcel Bassolé. Homme de la paix, homme de dialogue, médiateur reconnu, artisan de l'unité nationale, des qualificatifs pour retracer et apprécier à leur juste valeur les actions et la vie du père de la nation, feu le général Gnassingbé Eyadema, subitement arraché à l'affection des Togolais le 5 février 2005. Pour le repos éternel de l'âme de l'illustre défunt, les souvenirs restent vivaces dans la mémoire collective et individuelle de tous ceux qui l'ont connu, au plan national et sur la scène internationale. Pour le repos éternel de l'âme de l'illustre défunt, l'ancien président de la République, une prière œcuménique a eu lieu le 5 février 2025 au Palais des Congrès de Kara, en présence du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essot-Singba Gnassingbé. Le président de la République était entouré pour la circonstance des présidents d'institutions de la République du Togo, des membres du gouvernement, des députés de l'Assemblée nationale, du corps diplomatique, des membres de l'illustre famille éplorée, des autorités militaires, administratives, religieuses, traditionnelles et des forces vives venues de tous les coins du pays. Comme à la veillée de chants et de prières, des anciens présidents des pays amis, notamment Yayi Boni et Nicéphore Soglo du Bénin, Goukouni Ouédé du Tchad,
Alpha Omar Konaré du Mali et Mahamadou Issoufou du Niger. Les personnalités d'horizons divers ont fait le déplacement de Kara pour communier avec le peuple togolais en signe de reconnaissance aux œuvres du feu président, le général Gnassingbé Eyadema, pour ce que fut ce grand homme non seulement pour le Togo, mais aussi pour toute l'Afrique. Des témoignages émouvants ont marqué cette commémoration, rappelant l'empreinte laissée par le président Eyadema dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique de l'Ouest et sur le continent. Ils ont salué son rôle déterminant dans la résolution des conflits, ainsi que le renforcement de l'intégration régionale et continentale. Tous ont prié pour le repos éternel de l'âme du Père de la Nation, rendu grâce à Dieu et sollicité ses bénédictions sur le Togo. Tour à tour, les officiants catholiques, musulmans et protestants ont, durant leur célébration mémorielle, rappelé le glorieux parcours du général Eyadema, homme de carrure qui a semé les graines de la paix, la sécurité et a œuvré la résolution pacifique des conflits pour le vivre ensemble aussi bien au Togo, en Afrique que dans le monde entier. Les célébrants ont convié tout un chacun à sauvegarder cet héritage historique et à faire sienne les valeurs qu'incarne le Père de la Nation. Par son sens du sacrifice, ses actions déterminantes, son ferme engagement pour l'intégration sous-régionale et africaine, le feu président Eyadema aura marqué son époque et reste un visionnaire inoubliable qui demeure une référence pour toutes les générations. Par son audace et son courage, le feu général Eyadema a su mettre de nombreux peuples à l'abri des guerres fratricides, des conflits larvés ou ouverts entre pays avec leurs effets pervers. Toutes ces initiatives reconnues et saluées par les acteurs épris de paix et de développement économique et social lui ont valu de nombreuses distinctions honorifiques. S'il est vrai qu'on peut se rendre aujourd'hui à Lomé en quittant Abidjan, la Côte d'Ivoire par route, les routes sont très très belles en Côte d'Ivoire, maintenant il faudrait que les uns et les autres des pays limitrophes essayent aussi de faire ce prolongement afin que tous nos pays soient pratiquement reliés par des très belles routes, des beaux autoroutes et attirer comme ça les investisseurs du Nord qui n'ont pas envie d'arriver dans des pays où il n'y a pas de route, problématique des routes, problématique d'électricité, problématique avec Internet. Non, ils veulent tout avoir. Et ça va ramener aussi le pouvoir d'achat à nos populations parce que ça donnera du travail. Nous allons quitter le Togo pour la Côte d'Ivoire. Mais là, nous allons par route. On ne prend pas Air Côte d'Ivoire. Nous allons prendre la route pour arriver à Abidjan grâce à notre équipe, l'équipe dirigée par Ousmane Koulibaly. Je vous l'ai toujours dit à travers des émissions que le gouvernement de Côte d'Ivoire travail d'arrache-pied. Ça, il faut le dire, c'est un secret de polichinelle. Et vous verrez que tous les jours, on essaye d'améliorer. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'aller au ministère de la Justice. Par un clic, à travers Internet, on peut avoir son certificat de nationalité. Comment ? C'est désormais très facile via Internet, ce qui vient réduire drastiquement l'obtention de cette pièce importante pour tout citoyen ivoirien. Le reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévy-Vendement, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Au tribunal de Yopougon, un QR code est affiché à l'entrée, offrant l'accès au site web e-justice.ci. Cette plateforme numérise et sécurise les actes de justice en Côte d'Ivoire. Grâce à cet outil innovant, il est désormais possible d'obtenir un certificat de nationalité par le biais d'un smartphone ou d'un ordinateur. Vous allez sur le navigateur, vous aurez un formulaire avec vos informations. Lorsque vous aurez fini de saisir vos informations, on va vous demander d'ajouter les pièces justificatives. Vous le ferez de manière électronique, donc vous allez charger ces différentes pièces. Et le modèle de notre plateforme permet d'analyser en fait les différentes informations qui sont contenues dans vos pièces et de les transmettre à la juridiction. Lorsque la juridiction reçoit votre demande, elle la traite comme ça se faisait au préalable. Et cette fois-ci, l'innovation, c'est qu'à chaque niveau du traitement, vous avez une notification qui vous dit que votre dossier est passé de tel bureau à tel bureau, de tel bureau à tel bureau, jusqu'à ce que la procédure finisse. Au tribunal de Yopougon, après que ces procédures sont accomplies, les dossiers sont transmis au juge pour validation et signature des demandes traitées. Lorsque la procédure est achevée, que le magistrat signataire a signé l'acte en question, vous recevez une notification avec un lien sur lequel vous cliquez et vous aurez la possibilité de télécharger en version PDF la version électronique de votre certificat de nationalité. Cette version électronique produit les mêmes effets de droit que la version papier. Le coût de l'acte, il est dans la loi, il est de 2500 plus les frais de service vu que c'est une plateforme électronique qui sont à hauteur de 500 francs. Il faut bien expliquer aux populations. Donc ça fera que l'acte en lui-même, il sera à 3000 francs. Vous initiez la demande
aujourd'hui. 3 jours plus tard, vous devez recevoir votre acte signé de manière électronique. Suite à son lancement le 30 janvier de la même année par M. Jean Samson Kambile, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le vendredi 7 février 2025, 5 jours plus tard, on comptabilise plus de 1500 demandes de certificats de nationalité traitées en ligne au tribunal de Yopougon. Cette innovation vise à accélérer l'obtention des décisions judiciaires, mettant fin au nombre des déplacements, aux intermédiaires et aux autres démarcheurs. Avec la digitalisation, je pense que ça facilite les choses. Tu peux être chez toi et puis tu payes en ligne quand tu viens. Déjà, tu viens pour récupérer. C'est facile. Oui, ça nous invite d'abord la ligne, le rang, les va-et-vient. On dépose le dossier le matin, on revient le soir, récupérer. Bon, franchement, c'est bien. Pour quelqu'un qui doit faire son certificat de nationalité à Divo, peut rester par exemple à Bobo pour faire la demande en ligne. Voilà, et ça, c'est à saluer. En plus de cela, le document délivré offre fiabilité et sécurité. Aujourd'hui, la fiabilité se trouve dans la donnée. Donc que ce soit sur une feuille blanche où vous imprimez, l'administration aura tous les moyens de vérifier l'authenticité de votre document. C'est infalsifiable et il y a un système de cryptage de données qui est l'un des plus performants au monde aujourd'hui qui est utilisé dans ce système. D'après le ministère de la Justice, 60% des actes judiciaires demandés dans les juridictions concernent le certificat de nationalité. Actuellement, l'initiative de digitalisation en cours s'applique aux tribunaux de Dabou et Yopougon. L'équipe de rédaction de CNN et de C-Web Info a décidé comme ça de vous présenter un tout petit peu un extrait du discours du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Un extrait de son discours lors de la fête de la jeunesse, la veille de la fête de la jeunesse, parce qu'au Cameroun, la fête de la jeunesse, c'est férié chômé tous les 11 février. Et le 10 février au soir, le président de la République du Cameroun, du haut de sa stature de chef de l'État, a prononcé un discours d'encouragement pour la jeunesse. On en fait un extrait. Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Mes chers jeunes compatriotes, l'année qui commence s'annonce pleine de défis pour notre pays, pour notre peuple, pour notre jeunesse. Mais comme moi, vous savez que quelle que soit la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Mes chers jeunes compatriotes, je comprends votre souhait légitime de voir vos rêves se réaliser et vos conditions de vie s'améliorer. Il est tout à fait naturel que vous attendiez du gouvernement des solutions appropriées aux préoccupations qui vous concernent et qui sont essentielles à votre épanouissement. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Voilà qui a donné du baume au cœur à toute la jeunesse camerounaise d'aller de l'avant, d'oublier, de ne pas se focaliser sur toutes ces ambiances dans les réseaux sociaux, de mettre les réseaux sociaux de côté, d'écouter ce qui est essentiel et surtout de s'éduquer, de travailler et d'aller de l'avant. La jeunesse africaine, à travers cette fête nationale au Cameroun, doit comprendre que sa responsabilité réside dans l'éducation. Tout de suite, je vous retrouve juste après la réclame. Avant de vous parler du Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire, un pays où le Conseil des ministres est une mise au point, une façon pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, tenu en haleine par le chef du gouvernement, son Excellence Begré Mambé, et présidé par son Excellence Alassane Ouattara, qui veille à tout. Et comme je l'ai toujours dit dans ce programme, qui veille au bonheur de tous les fils et filles de Côte d'Ivoire, ainsi que ceux qui ont décidé de vivre dans ce très beau pays. Avant de vous offrir ce Conseil des ministres,
Un clin d'œil à notre partenaire officiel qui fêtera bientôt son 10e anniversaire. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. L'Université internationale de Libreville, Bertéjean en sigle UIL-BJ, est une université qui fait énormément de belles choses et surtout une formation adéquate pour toute la jeunesse africaine au départ du Gabon. On y reviendra dans une émission spéciale qu'on vous accordera un tout petit peu pour cet anniversaire. Mais pour l'instant, nous allons parler du Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est tenu à Abidjan le 12 février 2025, avec à sa tête l'imperturbable M. Robert Begré Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, en présence de son Excellence Thiemo Komele Kone, vice-président de la République, et présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. C'est devenu de coutume, Conseil des ministres pour tout régler, ne rien laisser au hasard. Une institution à laquelle tient à cœur le président de la République de Côte d'Ivoire. L'équipe de reportage de CNN Télévision et de CWeb Info, avec à sa tête Ousmana Koulibaly, assisté de Lévite Eddy Vonan et Marcel Bassolé qui contrôle et surtout règle tous les petits points, les axes, pour que chaque mot soit là, afin d'édifier le public international et surtout les compatriotes ivoiriens sur la feuille de route du gouvernement, ce que fait le gouvernement et ce que projette de faire le gouvernement. Avec le compte rendu du très brillant ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly, affectivement appelé AMS. Et vous verrez tout de suite comment en Côte d'Ivoire tout se passe bien pour une clarté et pour donner toujours toutes les informations au peuple à travers ce grand rendez-vous. Et face à la presse, pas de retention et répond toujours à toutes les questions, même les plus acéables. Reportage, comme je le disais tantôt, toute l'équipe de reportages spéciaux dirigée par Ousmana Koulibaly, Eddy Lévite Vonan, Marcel Bassolé qui concorde simplement toute la post-production et la voix de Constant Écart. Conseil des ministres. L'équipe de CNN Télévision et CWeb Info était ce mercredi 12 février 2025 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire avait rendez-vous au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. La seule audience du chef de l'État avant 12 heures est accordée à tous les membres du gouvernement à travers le Conseil des ministres que préside son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, de 11h à 13h15. Les dossiers gouvernementaux sont passés en revue, dont 16 points comprenant 9 mesures générales, dont 2 projets d'ordonnance et 7 projets de décret, 3 mesures individuelles et 4 communications. Au sujet de 2 projets d'ordonnance. La première ordonnance porte sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du système d'information du foncier rural de Côte d'Ivoire, en abrégé CIFORCI, et le projet de loi de ratification y afférent. La deuxième ordonnance adoptée par le Conseil des ministres est relative à l'extension des règles relatives à la régulation,
au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmier à huile, aux activités de la filière coco et le projet de loi de ratification y afférent. Au sujet de 7 projets adoptés, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant application des dispositions du décret numéro 2023-160 du 22 mars 2023 fixant les modalités de la commercialisation des produits et sous-produits de l'EVA et du palmier à huile et du décret numéro 2023-161 du 22 mars 2023 fixant les conditions et les modalités de délivrance des agréments pour l'exercice des activités d'encadrement en plantation villageoise et de commercialisation des produits et sous-produits de l'EVA, du palmier à huile, aux activités de la filière coco. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale, tel que modifié par le décret du 18 mai 2014, au titre du ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 23 décembre 2023 portant organisation du ministère des Finances et du Budget. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 30 milliards de francs CFA conclu le 14 mai 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de l'autoroute Boaké-Kanawolo, notamment le tronçon Boaké-Kobo, long de 69,5 km en 2 fois 2 voies. Le deuxième décret adopté, quant à lui, porte ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 24 634 000 euros, soit 16 158 844 738 francs CFA, conclu le 18 décembre 2024 entre la Banque africaine de développement, la BAD donc, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de développement des chaînes de valeur compétitives de l'aquaculture et de la pêche durable. Le troisième décret adopté est relatif à la ratification du contrat de prêt et d'exécution d'un montant total de 28 millions d'euros, soit 18 366 796 000 francs CFA, conclu le 5 décembre 2024 entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire dans le cadre du programme d'énergie renouvelable et efficacité énergétique phase 1, interconnexion Côte d'Ivoire-Ghana, notamment donc dans la boucle d'Abidjan. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'établissement public hospitalier national dénommé Institut de cardiologie de Boaké, en abrégé ICB, et une communication y afférente. Au sujet de 3 mesures individuelles et adoptées au cours du Conseil. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. C'est alors que le porte-parole a abordé le volet des communications. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au sommet des chefs d'État africains sur l'énergie à Dar es Salaam dans le cadre de l'initiative Mission 300.
Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la manifestation d'intérêt de la société Eni Côte d'Ivoire Limited sur le bloc pétrolier CI 707. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la signature par la Côte d'Ivoire du traité de création de la Banque africaine de l'énergie, BAE. Au titre du ministère des Transports, le Conseil a adopté une communication relative au bilan et aux mesures d'accélération de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, la SNSR 2021-2025. S'en est suivi, comme à l'accoutumée, la conférence de presse avec des questions-réponses à la satisfaction de la presse nationale et internationale. Prochain Conseil des ministres le 26 février 2025. Après ce Conseil des ministres du 12 février 2025 au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, nous allons faire un crochet du côté de la Mauritanie. Voilà un pays situé en Afrique de l'Ouest, mais considéré un tout petit peu comme un pays maghrébin. C'est dans ce pays, la Mauritanie, qu'a reçu récemment un prix pour la promotion de la paix, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons décidé, enfin l'équipe de rédaction s'est dit, pourquoi pas cette fois dans ce programme présenter à l'Afrique et au monde quels sont les atouts de ce pays, le descriptif réel de ce pays et les avantages à y séjourner, même à y résider. Avec la complicité de Marcel Basselet et la voix de Constant Ika, nous vous présentons la Mauritanie. La République islamique de Mauritanie est un État du Maghreb à majorité arabophone et musulmane. Elle se trouve en grande partie dans le Sahara. Sa superficie est estimée à 1 031 000 km². Pays essentiellement désertique, la Mauritanie dispose de grandes étendues pastorales et seulement 0,5% de terres arables. Avec environ 4 millions d'habitants selon les statistiques de 2018, selon l'Office national de la statistique, et une densité de 3,9 personnes au km², c'est le 4e pays le moins densément peuplé d'Afrique. En 2020, sa population urbaine est estimée à 52,8% en zone rurale. Les femmes représentant 62% et les hommes 72% selon les indices 2021. L'indice de développement humain, à savoir en sigle l'IDH, est estimé à 0,540 et le revenu national brut par habitant en dollars est estimé à 2150 $ en 2023. La Mauritanie, au territoire majoritairement saharien, voisine du Sénégal, mais souvent considérée comme partie intégrante du Maghreb, est un trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Sa population reflète cette double appartenance arabo-berbère. La Mauritanie est l'un des pays les plus vastes et les moins peuplés d'Afrique de l'Ouest. Malgré les énormes ressources en poissons, en fer, pétrole, or, etc., dont dispose le pays, plus de 16,6% de la population du pays vit en dessous du seuil d'extrême pauvreté. La dégradation des conditions et des facteurs de production, le réchauffement climatique et les catastrophes récurrentes, l'incohérence des politiques et la mauvaise gouvernance, entre autres, sont autant de facteurs qui limitent le développement et contribuent à la fragilisation et à la paupérisation de la population rurale. Par ailleurs, la Mauritanie fait face au défi de la consolidation d'une identité nationale intégrant différentes composantes qui cohabitent difficilement en raison des situations d'inégalité sociale. Depuis quelques années, le pays s'est engagé dans des réformes politiques, économiques et sociales dans le but de renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, de lutter contre la pauvreté et de promouvoir l'unité des Mauritaniens. La Mauritanie se classe au 159e rang en ce qui concerne l'indice de développement humain en sigle IDH. L'Oxfam œuvre à travers des partenaires nationaux à mieux préparer les populations à faire face aux crises alimentaires en période d'urgence climatique croissante et ce dans le respect des droits des personnes marginalisées, en particulier les femmes et les jeunes.
Dans un tel contexte marqué par les changements climatiques et les migrations, Oxfam stimule la création d'emplois et l'insertion professionnelle des personnes les plus vulnérables. Oxfam contribue à l'émergence d'une communauté plus résiliente, à savoir hommes-femmes, y compris les plus pauvres, et moins vulnérables aux crises alimentaires en leur donnant l'accès à des moyens de production durables pour développer l'agriculture et l'élevage, ainsi que d'autres secteurs productifs ruraux. Dans un environnement saharo-sahélien, la priorité est l'introduction des techniques novatrices adaptées au changement climatique. Oxfam aide les communautés paysannes à plaider pour que les acteurs clés, y compris l'État, allouent davantage de ressources au secteur productif pour que les petits producteurs et productrices puissent tirer bénéfice du fruit de leur travail et en vivre dignement. Oxfam accompagne les acteurs locaux dans le plaidoyer et l'influence envers les décideurs pour les inciter à respecter leurs différents engagements et à intégrer les changements climatiques dans les grandes orientations stratégiques du pays, ainsi qu'à fournir de l'assistance alimentaire aux ménages les plus vulnérables en leur donnant accès à des activités génératrices de revenus afin de faciliter leur transition vers la constitution de leurs moyens d'existence durables. Bref, soutenir la participation citoyenne à la bonne gouvernance, ainsi que contribuer au renforcement de la citoyenneté des populations rurales en les accompagnant pour qu'elles réclament et exercent leurs droits à la protection, à l'assistance, à l'information, à la participation, à la gestion des affaires publiques et à la redevabilité vis-à-vis des détenteurs d'obligations, ainsi que faciliter le développement d'un mouvement d'influence citoyen au sein duquel les femmes et les jeunes plaident en faveur de la mise en place d'une gouvernance foncière qui sécurise les droits fonciers des populations rurales, en particulier les droits d'accès et d'usage de la terre par les femmes, une redistribution des richesses nationales, en particulier des industries extractives, entre les régions, les communautés, les femmes et les hommes, et en faveur du secteur de l'agriculture et d'un budget de préparation et de réponse aux crises. La capitale de la Mauritanie est Nouakchott. Sa devise, c'est l'Ouguia. La langue officielle, c'est l'arabe. Sa population est estimée depuis 2023 à 4 863 000 habitants, selon la Banque mondiale. Le gouvernement est un État unitaire, le régime semi-présidentiel et la République est islamique. Le nom officiel, c'est la République islamique de Mauritanie, en sigle MR. La forme de gouvernement est une république avec une chambre législative, l'Assemblée nationale. Sa superficie est estimée à 1 030 700 km². La densité de la population urbaine est estimée à 4,50 habitants au kilomètre carré depuis 2024. Les répartitions urbains-ruraux, la population urbaine est à 58,50% et la population rurale à 41,50%. La projection de la population en 2030 est de 5 284 000 habitants. Le taux de natalité est de 32,95%, taux de mortalité à 7,20%, l'indice de fécondité est de 4,34%, l'espérance de vie à la naissance selon les statistiques de 2022, les femmes 67 ans et plus, les hommes 62 ans et plus. Le président de la République n'est autre que son Excellence M. Mohamed Ould El Ghazouani. Nous quittons la Mauritanie, ce très beau pays, comme vous l'avez sûrement remarqué, ce pays présidé par son Excellence Ould El Ghazouani. Je vous retrouve juste après la réclame. Rien de plus normal de faire un clin d'œil à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique.
Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après cette information sur la douane camerounaise, rien de plus normal que de vous présenter notre grand format. C'est simplement à une discussion âpre que j'ai eu l'occasion d'assister au choix du sujet qui devait être l'objet du grand format de ce programme. Une discussion âpre entre toute l'équipe de rédaction de CNN et de C-Web Info. Ils sont arrivés à quelque chose de très potable, toujours dans l'optique d'accompagner le gouvernement et de savoir si ce que fait le gouvernement est véritablement ressenti par le peuple de Côte d'Ivoire. Le sujet était simple. Il fallait recueillir des populations ivoiriennes la valorisation des femmes par le gouvernement et leur promotion à divers postes dans l'administration et l'encouragement de ces dernières en milieu rural. Et dans cette âpre discussion entre tous les membres de l'équipe de rédaction de CNN, ce sujet a entraîné l'équipe de reportages spéciaux dirigée par Ousmane Coulibaly et Lévité Divonan à se rendre dans les rues de la capitale de Côte d'Ivoire, cette belle capitale que je demande quand même à Marcel Basselet de nous présenter. Oui, il est très important parce que quand c'est les télévisions du Nord, elles nous présentent toujours la belle ville d'Europe qui entraîne des groupes d'Africains à prendre la mer, à prendre le désert, alors que chez nous c'est assez beau. On présente encore un tout petit peu la Côte d'Ivoire. Voici Abidjan. Merci à Marcel Basselet de nous présenter comme ça Abidjan, cette belle capitale où les routes sont magnifiques, où il y a de l'électricité pour tous, Internet pour tous. Venez-y investir en Afrique et en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est dans cette capitale que les caméras d'Ousmane Coulibaly ont essayé de recueillir pour vous l'impression des Ivoiriens au sujet de ce que j'ai dit tantôt. C'est le grand format de notre programme. J'ai béni l'État de Côte d'Ivoire, vraiment qui pense à notre femme. La femme dans la vie, elle est importante. Si tu n'es pas une femme, tu n'es pas stable. Il est bon de valoriser les femmes. Aujourd'hui, les gens prennent les femmes comme des esclaves. Les gens n'aiment pas honorer la femme. Eux, dans leur pensée, ils disent la femme, elle est là seulement pour la cuisine. Non. Si tu as une femme, tu vas valoriser ta femme. Tu dois aimer ta femme. Je vais prendre sur le plan des chrétiens d'abord. Parce que dans notre mission, si les femmes sont beaucoup dans une mission, ça marche. Donc dans les administrations, on ne doit pas minimiser les femmes. J'encourage l'État pour les femmes qu'ils ont mis dans l'administration. Vraiment, on n'a qu'à les encourager. Parce que si quelqu'un veut travailler, si tu ne l'encourages pas, ça ne peut pas marcher. Donc on doit les encourager, elles n'ont qu'à travailler. Parce que si une femme, elle est dans une administration, tout marche. Parce qu'elles sont strictes. Quand elle dit non, c'est non. Quand elle dit oui, c'est oui. Parce qu'elles respectent leur travail. Donc vraiment, je les encourage. Je pense que le gouvernement a très bien fait de valoriser la femme. Car c'est un honneur pour la femme d'être au milieu de la société. Par exemple, avant, on considérait la femme étant une ménagère, seulement que dans la cuisine. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes ministres, présidentes. Nous prenons exemple, par exemple, on prend Madame Kandia Camara comme ça, qui est présidente du Sénat. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un honneur de voir les femmes au-dessus. Donc pour moi, vraiment, ça me réjouit, ça me fait plaisir de voir maintenant les femmes s'épanouir, valoriser la femme. En tout cas, c'est très important. Je remercie le gouvernement pour cet acte, vraiment, ça a félicité. Et nous les encourageons à continuer ainsi pour permettre aux femmes de se développer et de s'épanouir. Je crois que le président Alassane Dramane Ouattara, depuis son avènement, a fait la promotion des femmes. Nous avons constaté qu'au sein du gouvernement, il y a un certain nombre de femmes, je n'ai pas compté, mais je les connais toutes. Et ensuite, dans certaines institutions,
il y a des femmes également. Nous pouvons prendre par exemple Madame Kamara Kandja, qui était ministre des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui la présidente du Sénat. C'est une promotion des femmes. Il y a plusieurs d'autres également qui sont chefs d'institutions, au niveau des institutions telles que le Café Cacao, Madame Lissé que je connais, Madame Lissé Touré, voilà. Et il y a beaucoup d'autres. Et également de jeunes dames qui sont chefs de direction, qui sont directrices dans le cabinet. Je pense que c'est une bonne politique de valoriser la femme. Je pense que c'est la promotion du genre féminin. Et là, on peut noter des femmes comme la présidente du Sénat, Kandia Kamara, qui fut ministre. Et puis il y a Belmonde et plein d'autres encore. Voilà, de femmes qui occupent des hauts postes de responsabilité ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est vraiment un geste à saluer. Voilà, il faut saluer le gouvernement pour ça. Je pense que la valorisation de la femme faite par le gouvernement, je pense que le gouvernement a bien fait. Le gouvernement a mis la femme en même égalité que l'homme. Donc je pense que le gouvernement a bien fait. Vous voyez, je vais te donner quelques exemples. Il y a le ministre de l'enseignement, qui est Marietou Koné. Vous voyez, quand on la voit comme ça, nous sommes contentes. Nous les femmes, nous sommes contentes. Parce qu'on se dit quoi? Il y a une femme qui va amener nos enfants à l'éducation. Vous voyez. Et il y a aussi le ministre Anne Woroto. Voilà. Elle est ministre d'État. Ça me fait plaisir quand je la vois à la télé, je suis contente. Je me dis que, enfin, nous les femmes, nous montons encore des grades. Vous voyez, voilà, c'est cela. J'ai une bonne impression concernant la valorisation de la femme par le gouvernement ivoirien parce que moi, par exemple, je suis une femme, je suis chef de mon service. Donc, je dis que la valorisation de la femme au niveau du programme du gouvernement est en marche parce qu'il y a beaucoup d'évolution quand même. Il y a moi-même mon ministre déjà, qui est le ministre Marietou Koné, qui fait de bonnes choses et qui est très intellectuel. Qui révalorise vraiment l'éducation nationale parce que c'est une femme, hein. Donc avec tout ce qu'elle fait, je pense que la femme a sa place quand même dans ce pays. Mes impressions sur la valorisation de la femme faite par le gouvernement, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que les femmes ne doivent pas rester en marge du développement. Donc c'est une très bonne initiative. J'encourage le gouvernement à faire encore plus. Je peux dire au gouvernement de souvent penser à nous les femmes, voilà, de penser aux femmes battantes, aux femmes courageuses et dire au gouvernement que la femme aussi peut participer au développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est une très bonne initiative et j'encourage le gouvernement. Mon avis sur la valorisation de la femme en Côte d'Ivoire, je peux dire que c'est une très bonne initiative, voilà, surtout de la part du gouvernement à l'endroit des femmes, parce que qui parle de femmes aussi, parle de la société, hein. La femme qui donne naissance aux gens féminines comme aux gens masculines. Une femme à la tête d'une direction aussi, c'est l'évolution de la société. Parce que quand on prend l'exemple de la maman Kandia Kamara comme ça, quand on prend son parcours qu'elle a mené du ministère de l'Éducation nationale, au ministère des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, elle est la responsable de l'une des plus hautes institutions, qui est le Sénat, la présidente du Sénat aujourd'hui. Et dans son parcours, du ministère de l'Éducation nationale jusqu'au Sénat, elle a fait un parcours exceptionnel. Donc, et on peut dire qu'elle a dirigé un bon nombre de cadres, un bon nombre de responsables de ce pays, depuis qu'elle était à la tête de ces différents ministères jusqu'à la tête du Sénat. D'abord, son bilan est positif. On prend le cas de la maman Anne Woroto également, qui a été ministre de l'Insalubrité et de l'Assainissement. Voilà, de là-bas,
Elle est aujourd'hui ministre d'État, ministre de la fonction publique aussi. Tous ceux qu'on les appelle les fonctionnaires d'État de Côte d'Ivoire, elle les dirige eux tous. Et qui aurait cru une femme à la tête de la fonction publique diriger les fonctionnaires hommes, les fonctionnaires femmes. Mais la dame, là, depuis qu'elle est venue à la tête de ce ministère-là, elle fait un travail excellent. Elle est à féliciter aussi. On prend aussi le cas de la maman Maria Toukone aussi. Elle aussi, elle fait un travail excellent. On ne dirait même pas femme. Depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Éducation nationale, elle est en train de mettre les points sur les i. Même si de ce côté, il y a quelques incompréhensions et qu'elle essaie de se mettre au four au moulin, automatiquement, les incompréhensions se règlent. Nassene Batouré aussi, qui était avant non, la JF, la responsable de la jeunesse féminine RHDP aujourd'hui, qui occupe le ministère, qui occupe la responsabilité du ministère des femmes, de l'enfant et de la famille. Donc on peut dire que la femme a un rôle très important dans la société. Bien vrai qu'on dit que ce sont les hommes au départ d'abord, mais dans le processus de développement en Côte d'Ivoire, sur 100% de pouvoir qu'on confie à nos hommes d'État, il est bon aussi souvent, même si on n'a rien donné au moment, on n'a qu'à les donner 40%, 60% pour les papas. Évidemment, les impressions sont très bonnes. Nous sommes heureuses, par exemple, de voir qu'il y a des femmes qui occupent des hauts postes. Au niveau du gouvernement, au niveau également de l'administration. Et vraiment, nous pensons que c'est un moyen pour encourager nos sœurs à aller de l'avant. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on scolarise la plupart des filles et il y a des actions qui sont menées dans ce sens. Donc, il faudrait que la jeune fille qui est scolarisée fasse l'effort de pouvoir gravir les échelons parce qu'on peut dire qu'il y a des opportunités. Voilà, donc c'est vraiment, moi j'ai de très bonnes impressions par rapport à ça. Mes impressions sur la valorisation de la femme faite par l'État est vraiment très bien. Pourquoi? Parce que ça nous pousse, nous autres filles étudiantes, à beaucoup travailler à l'école. Pourquoi? Pour pouvoir travailler aussi et arriver à surmonter nos peurs, tout ça. Plusieurs femmes aujourd'hui qui sont dans l'administration, que ce soit Kazia Kamara qui est président du Sénat et Anne Ouloto aujourd'hui qui est ministre. Cela nous motive, nous filles, à beaucoup travailler à l'école. Ce qui nous permet de savoir que la femme a sa place maintenant dans la société, tout ça. Donc, je remercie vraiment le chef de l'État pour tous ces bienfaits qu'il fait au niveau de la femme. Merci. Mon avis concernant ce sujet-là, j'aimerais dire que la femme déjà c'est un pilier. C'est déjà un pilier pour la nation. Et derrière chaque homme se cache une grande femme. Et sans la femme, rien ne peut avoir lieu. Donc pour moi, la femme est un exemple à suivre. La femme est un modèle. La femme, c'est tout. La femme, c'est la vie et on doit la valoriser. Le ministère même met des choses en œuvre pour la valorisation de la femme, comme par exemple des groupes associatifs et beaucoup de choses encore. Avant de boucler ce programme, rien de plus normal que de vous rappeler que l'année 2025 est cruciale en Afrique. Dans nombreux pays, l'élection suprême se tiendra, à savoir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et déjà, je crois que le Gabon donne le coup d'envoi. Le 12 avril, convocation de tout ce qui est corps électoral au niveau du Gabon. Mais quand on sait qu'avec tous les beaux travaux, avec toutes les belles prouesses qu'a fait preuve le CTRI dirigé par le président de transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a en un an, a transformé un tant soit peu le Gabon. Et c'est chose un peu rare dans notre Afrique, et ça fait plaisir de voir comme ça nos dirigeants, ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont aspirés à faire de la politique, joindre l'acte à la parole. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour ce programme d'information politique hebdomadaire.
le Constieka Week News que je vous recommande de regarder à travers les multi-rediffusions quotidiennes et ce durant la semaine. Vous pouvez le suivre comme ça sur CNN et aussi sur CWeb Info, www.CWeb Info. Vous allez sur Google, vous tapez www.CWeb Info et vous avez l'information africaine en continu, 24 heures sur 24. Et quant à ce programme aussi, vous pouvez le regarder sur CWeb Info ainsi que sur cnntv.ci. Tout en remerciant toute la jeune équipe qui m'accompagne, assidue, propre, à vous relayer cette information. Je tiens simplement à remercier Eddie Lévite-Vonon, Ousmana Koulibaly, Marcel Bassolé, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Raman Cole son, c'est le roi du son. Si tout ce que vous avez a un bon son, si votre oreille n'est pas écorchée, c'est grâce à notre ingénieur de son, Raman Cole, qui suit tout et qui veille à tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Je suis Constieka. Au revoir.